1er septembre 2000. Schiltigheim, France. 100 travailleurs se tiennent devant les grilles de leur usine. Ils ne viennent pas travailler. Ils viennent dire adieu. Les machines sont silencieuses. Les cuves sont vides. Les grilles se ferment pour la dernière fois. 136 ans d'histoire s'arrêtent là, sans cérémonie. Pourtant, cette brasserie avait tout connu. À son sommet, 595 000 hectolitres par an. Une bière vendue dans 40 pays, sur 5 continents. Les gens de Schiltigheim appelaient leur ville la cité des brasseurs. Et ils en étaient fiers. Puis Heineken a frappé à la porte. 4 ans plus tard, il ne restait plus rien. Pas une cuve, pas une bouteille, pas un emploi. Comment une brasserie qui s'était sauvée elle-même par un coup de génie peut-elle être détruite par ceux-là même qui l'avaient achetée? Ce n'est pas une histoire de mauvaise gestion, c'est une histoire de prédation. Schiltigheim, Alsace, 1864-2000. Il faut d'abord comprendre l'endroit. Schiltigheim n'est pas une ville ordinaire. Vue depuis le ciel, elle ressemble à n'importe quel faubourg du nord de Strasbourg. Des rues étroites, des immeubles en briques rouges, des jardins serrés les uns contre les autres. Mais dès qu'on pose le pied sur ces pavés, quelque chose change. Une odeur, lourde, chaude, presque sucrée. L'odeur du malt en fermentation, l'odeur de la bière. Pendant plus d'un siècle, cette odeur a imprégné chaque pierre, chaque façade, chaque vêtement de travail séché sur les balcons. Elle n'était pas une nuisance, elle était une identité. Schiltigheim, c'est la cité des brasseurs. Pas un surnom inventé par les offices du tourisme, un titre gagné à la sueur de générations entières. À la fin du 19e siècle, la ville comptait plusieurs grandes brasseries installées côte à côte, alimentées par la même ressource invisible qui faisait la richesse du sous-sol alsacien. Une eau souterraine d'une pureté exceptionnelle, filtrée par les couches de grès des Vosges. Les brasseurs le savaient depuis longtemps. C'est pour cette eau-là que Fischer avait quitté Strasbourg en 1854 pour s'installer ici. C'est pour cette eau-là que d'autres avaient suivi. Mais Schiltigheim n'est pas seulement une ville de brasseurs, c'est une ville de frontières. L'Alsace a passé des siècles à changer de main entre la France et l'Allemagne. Ses habitants ont appris à parler les deux langues, à cuisiner des deux côtés, à prier dans les deux traditions. Ils ont développé quelque chose de rare, une culture propre, ni tout à fait française, ni tout à fait allemande, construite dans l'espace incertain entre deux nations. Et dans cet espace, la bière était neutre. La bière appartenait à tout le monde. Au sud de Schiltigheim, c'est le vignoble. La frontière invisible entre le vin et la bière suit les collines alsaciennes comme une ligne de démarcation ancienne. Michel Debues, qui allait devenir le plus grand brasseur alsacien du XXe siècle, l'a dit mieux que personne. Ici, on est juste sur la frontière. Au sud, c'est le vin. Au nord, c'est la bière. Schiltigheim était au nord, et Schiltigheim brassait. À la fin du XIXe siècle, plusieurs grandes brasseries se partageaient ce territoire. Fischer, Adelshofen, Schutzenberger, Perle. Chacune avait ses recettes, ses fidèles, son caractère. Mais elles partageaient toutes la même conviction profonde. La bière n'était pas un produit industriel, c'était un savoir-faire local, transmis de père en fils, lié à une terre, à une eau, à un peuple. Cette conviction allait bientôt être mise à l'épreuve, car à quelques centaines de mètres du centre de Schiltigheim se trouvaient les bâtiments du Parlement européen. La mondialisation n'était pas abstraite ici. Elle avait une adresse, et les grands groupes brassicoles qui commençaient à racheter les indépendants du monde entier n'avaient aucun attachement à cette odeur de malt dans les rues, à cette eau des Vosges, à ce titre dont les habitants étaient si fiers. Ils avaient des bilans comptables et des stratégies de consolidation. Mais en 1864, tout cela était encore loin, très loin. Cette année-là, deux frères n'ont regardé un terrain vague au nord de Schiltigheim, l'emplacement d'une ancienne huilerie désaffectée, et ont décidé d'y construire quelque chose qui durerait. Il s'appelait Erhard, et ils allaient nommer leur brasserie d'après un village qui n'existait plus. Le village d'Adelshofen avait disparu depuis 5 siècles. En 1392, pendant l'une des guerres qui opposaient la ville de Strasbourg à son évêque, le magistrat de Strasbourg avait donné l'ordre de raser plusieurs villages aux alentours, pour éviter que les troupes ennemies ne s'y installent. Adelshofen fut détruit, ses habitants dispersés,
ses maisons réduites en cendres. Il ne resta bientôt plus rien de ce village, sinon son nom dans les registres cadastraux, et le souvenir d'un évêque du IXe siècle, Adelhoc, dont le nom avait donné naissance au lieu. Un village effacé de la carte, comme s'il n'avait jamais existé. C'est sur cette terre oubliée que les frères Erhard ont choisi de bâtir leur brasserie en 1864. Peut-être ne connaissaient-ils pas l'histoire du village englouti sous leur fondation. Peut-être s'en moquaient-ils. Mais avec le recul, le choix résonne comme un présage. Construire sur les ruines de quelque chose de disparu. Donner vie à un nom que l'histoire avait condamné. Il y a dans ce geste une ironie que personne, à l'époque, ne pouvait pressentir. La brasserie-malterie Erhard démarre modestement, comme toutes les grandes entreprises. Des cuves en cuivre, des chevaux pour la livraison. Une clientèle locale qui fait confiance à deux hommes du cru. L'eau du sous-sol fait le reste. Froide, pure, parfaitement adaptée à la fermentation basse que réclame la bière alsacienne. En 7 ans, l'affaire prospère. Puis arrive 1871. La France perd la guerre contre la Prusse. L'Alsace-Lorraine est annexée à l'Empire allemand. Du jour au lendemain, les frères Erhard se retrouvent à brasser de la bière allemande pour des clients, qui sont restés français. Leurs fidèles consommateurs de l'autre côté de la nouvelle frontière ne peuvent plus être livrés. Les droits de douane explosent. Le marché historique se ferme. La réponse des Erhard est immédiate et audacieuse. Ils fondent une deuxième brasserie en France, à Bar-le-Duc, en Lorraine restée française, la brasserie de la Meuse. Une filiale stratégique pour ne pas perdre leur clientèle d'origine. 2 pays, 2 brasseries, une seule famille. C'est le premier signe de ce qui caractérisera Adelshofen pendant toute son existence. Une capacité à survivre à l'histoire, même quand l'histoire est violente. En 1883, la brasserie se constitue en société anonyme et adopte officiellement le nom de Brasserie Adelshofen. Le nom du village mort devient le nom d'une entreprise vivante. Puis, à l'aube du XXe siècle, nouveau défi. Les droits de douane français augmentent encore. Pour y faire face, la brasserie s'associe en 1902 avec une entreprise allemande voisine, la Hahnenbräu Gesellschaft. L'ensemble fusionné prend le nom de Straßburger Münsterbräu AG, une société anonyme de droit allemand, dans une ville qui s'appelle désormais Strasbourg. Adelshofen porte un nom allemand, brasse sous une bannière allemande, dans une ville allemande. Et pourtant, les hommes qui travaillent dans ces cuves n'ont pas changé. Leurs familles sont là depuis des générations. Leur accent alsacien est le même. Leur manière de brasser est la même. L'identité résiste là où les drapeaux changent. 1918, l'Allemagne capitule. L'Alsace-Lorraine retrouve la France. Les parts détenues par la Hahnenbräu Gesellschaft reviennent au domaine français qui les mettent en vente. En 1922, c'est la brasserie Fischer, voisine, rivale et désormais partenaire, qui les rachète. Les 2 grandes maisons de Schiltigheim sont maintenant liées. Elles forment ce qu'on appellera bientôt le groupe Pêcheur, traduction française du nom Fischer. Adelshofen n'est plus indépendante, mais elle est vivante. Elle brasse, elle grandit, et elle n'a pas encore donné le meilleur d'elle-même. Il y a des institutions qui traversent les siècles parce qu'elles sont puissantes, et il y a celles qui traversent les siècles parce qu'elles sont nécessaires. Adelshofen était les deux. Entre les 2 guerres mondiales, la brasserie entre dans une période de stabilisation tranquille. L'Alsace est redevenue française. Les papiers sont refaits. Les enseignes sont traduites. Les noms de rues changent une nouvelle fois. Mais dans les caves de Schiltigheim, les cuves continuent de fermenter au même rythme, avec la même eau selon les mêmes gestes transmis depuis 1864. En 1938, la brasserie Adelshofen franchit une étape symbolique importante. Elle se transforme en société anonyme de droit français, définitivement cette fois. Et elle adopte un nouveau blason, la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg, inspirée des armoiries de l'ancien village d'Adelshofen. Une image de pierre et d'éternité, choisie par une entreprise qui commence à comprendre ce qu'elle représente pour la région. Ce n'est pas seulement une brasserie, c'est un emblème. Puis vient 1939, et avec lui, la Seconde Guerre mondiale. L'Alsace est à nouveau annexée par l'Allemagne nazie. À nouveau, les enseignes changent. À nouveau, les langues s'inversent. À nouveau, les hommes de Schiltigheim vivent sous un drapeau qui n'est pas le leur. Mais les cuves ne s'arrêtent pas. Brasser de la bière pendant la guerre,
C'est à la fois un acte ordinaire et un acte de résistance silencieuse. Les brasseries alsaciennes continuent de produire, parfois pour nourrir l'occupant, parfois pour maintenir en vie les familles des travailleurs, toujours pour préserver un savoir-faire que personne ne veut voir mourir. Les hommes qui ne sont pas partis au front gardent les cuves en température. Les femmes apprennent les gestes que leurs maris leur ont transmis à la hâte avant de partir. Adèle Schoffen survit à la guerre comme elle avait survécu à la précédente, en restant debout, en continuant de brasser, en refusant de disparaître. 1945. La libération. L'Alsace retrouve la France pour la troisième fois en 75 ans, et cette fois, quelque chose change dans l'élan. L'Europe est à reconstruire. La France est affamée, affamée de pain, de chaleur, de normalité. Et dans cette normalité retrouvée, la bière occupe une place que personne ne conteste. Elle est sur les tables des ouvriers qui reconstruisent les villes. Elle est dans les cafés qui rouvrent un à un. Elle est dans les fêtes de village qui célèbrent une paix que personne n'osait plus espérer. En 1946, la production d'Adèle Schoffen atteint 83 000 hectolitres, un chiffre remarquable pour une Europe encore en ruine. La machine est relancée, et elle tourne vite. Les années 1950 marquent le véritable envol. Les marques Pils, Münsterbräu et Select rayonnent désormais dans toute la France et au-delà des frontières. Adèle Schoffen n'est plus seulement une brasserie alsacienne. C'est une maison reconnue, respectée, dont le nom figure sur les comptoirs des brasseries parisiennes et dans les caves des restaurateurs lyonnais. Les représentants commerciaux de la maison sillonnent les routes nationales dans leurs camionnettes chargées d'échantillons, portant avec eux l'odeur de Schiltigheim, jusque dans les régions qui n'ont jamais entendu parler de la cité des brasseurs. La décennie suivante confirme l'expansion, puis une autre encore. Adèle Schoffen lance de nouvelles références, Alsator, Bock, Tradition, Rheingold, élargissant sa gamme, cherchant de nouveaux publics, affinant ses recettes. En 1981, la production totale dépasse les 300 000 hectolitres. 117 ans après sa fondation, la brasserie tourne à plein régime. Mais 1981, c'est aussi l'année où tout bascule. Pas dans le mauvais sens, pas encore. Cette année-là, le marché de la bière en France se tend. La concurrence s'intensifie. Les grandes enseignes nationales grignotent les parts de marché des indépendants régionaux. Les marges s'amincissent. Les directeurs commerciaux regardent leurs courbes avec une inquiétude qu'ils ne montrent pas encore ouvertement. Adèle Schoffen sent le sol bouger sous ses pieds. C'est dans ce moment de vulnérabilité qu'un homme entre dans un laboratoire de Schiltigheim avec une idée que tout le monde, dans la profession, considère comme absurde. Mettre du malt à whisky dans de la bière. Son nom est Gilbert Dellinger, et ce qu'il va créer va sauver la brasserie, avant de devenir, des années plus tard, la raison même de sa destruction. Gilbert Dellinger n'était pas un révolutionnaire. C'était un homme de laboratoire, précis, méthodique, attaché à la tradition brassicole alsacienne, comme on est attaché à une langue maternelle. Mais en 1981, la tradition ne suffisait plus. Le marché français de la bière était en train de se restructurer brutalement autour de quelques grandes marques nationales, et les brasseries régionales qui ne trouvaient pas un avantage distinctif disparaissaient les unes après les autres. Dellinger avait observé une tendance naissante en Écosse et dans les pays nordiques, des bières de caractère, brassées avec des maltes tourbés, aux arômes complexes, qui séduisaient une clientèle urbaine en quête d'originalité. Des bières qui racontaient quelque chose. Des bières qu'on ne buvait pas par habitude, mais par curiosité. Il a demandé à la direction d'Adèle Schoffen le droit d'expérimenter. La direction, dos au mur, a dit oui. Ce qui sortit de ce laboratoire en 1982 était quelque chose que le marché français n'avait jamais vu. Une bière ambrée, brassée avec du malt à whisky, titrant 6,6 degrés. Doré foncé dans le verre, avec des arômes de caramel, de tourbe légère, et cette rondeur persistante que les amateurs de single malt reconnaissent immédiatement. Ni tout à fait une bière, ni tout à fait un whisky. Quelque chose d'entièrement nouveau qui se tenait à la frontière des deux mondes. Ils l'appelèrent Adèle Scott. Le nom sonnait écossais, volontairement. On l'a appelé Adèle Scott parce que ça faisait un peu écossais, dira plus tard Michel Debu, président du groupe Fischer Adelshoffen,
avec la simplicité de ceux qui ont fait les choses vraiment grandes sans en faire tout un discours. Le lancement fut accueilli avec scepticisme. Les distributeurs fronçaient les sourcils. Les cafetiers hésitaient. Les consommateurs habitués aux laguères légères et fraîches ne savaient pas quoi penser de cette bière ambrée au caractère affirmé. Dans les premières semaines, les ventes étaient prudentes, mesurées, loin des espoirs de la direction. Mais quelque chose se passait. Dans les bars des grandes villes, Paris, Lyon, Bordeaux, une clientèle jeune, curieuse, commençait à commander cette bière dont le nom était étrange et le goût inattendu. Le bouche à oreille faisait son travail, lentement d'abord, puis avec une accélération que personne n'avait anticipée. Adel Scott ne se vendait pas comme une bière ordinaire. Elle se vendait comme une découverte. En 1987, 5 ans après son lancement, Adel Scott était devenue la bière phare de la brasserie. 80 000 hectolitres produits cette seule année sur une production totale de 360 000 hectolitres. Elle représentait désormais plus d'un cinquième de tout ce qu'Adelshofen brassait. La brasserie qui titubait en 1981 était debout, solide, fière. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Dans le même temps, Michel Debu, à la tête du groupe Fischer-Adelshofen, depuis 1966, ingénieur formé à l'école de brasserie de Nancy, puis au Polytechnicum de Zurich, travaillait sur ses propres expérimentations. Avec un brasseur allemand nommé Fritz, il explorait l'idée de marier la bière avec un arôme inattendu, la tequila. Le résultat s'appellerait Desperados. Lancé en 1995, Desperados allait devenir l'une des bières aromatisées les plus vendues au monde. Mais cette histoire-là appartient à une autre brasserie, à un autre chapitre. Parce qu'au moment où Desperados commençait son ascension, Adelshofen était déjà en train d'être racheté et ses inventions allaient profiter à quelqu'un d'autre. Revenons à Adel Scott, parce que ce qui s'est passé entre 1987 et 1993 mérite qu'on s'y arrête. En 6 ans, cette bière conçue dans un laboratoire de Schiltigheim pour sauver une brasserie en difficulté était devenue un phénomène d'exportation. En 1993, plus de 200 000 hectolitres d'Adel Scott étaient vendus dans une quarantaine de pays, sur les 5 continents. Des bars de Tokyo au restaurant de Sao Paulo, des caves londoniennes au comptoir new-yorkais, la bière au malt à whisky d'Adelshofen avait trouvé son public partout où des gens cherchaient quelque chose de différent. La production totale de la brasserie atteignait 595 000 hectolitres par an. C'était l'apogée, le sommet absolu, le moment où tout semblait possible. Et c'est précisément pour cette raison qu'Adelshofen était devenu une proie. Une brasserie régionale qui produit 595 000 hectolitres, qui exporte dans 40 pays, qui détient une marque iconique à forte valeur ajoutée, ce n'est plus un artisan local, c'est un actif stratégique. Et dans le monde de la bière des années 1990, où les géants multinationaux rachetaient à tour de bras les indépendants européens pour consolider leur portefeuille de marques, un actif stratégique sans actionnaire majoritaire puissant pour le protéger était une cible. Michel Debu le savait. Il l'avait vu arriver de loin. Il avait tout fait pour l'empêcher. Il avait perdu. Michel Debu avait 70 ans en 1996. 30 ans à la tête du groupe Fischer-Adelshofen. 30 ans à construire, à inventer, à résister. Il avait traversé les crises de marché, les guerres commerciales, les restructurations douloureuses. Il avait inventé des bières que le monde entier allait boire sans jamais connaître son nom. Il avait transformé 2 brasseries régionales en un groupe exportateur reconnu sur 5 continents. Et maintenant, il regardait des hommes en costume signer des papiers qui allaient effacer tout ce qu'il avait fait. Il ne pouvait pas les arrêter. Pour comprendre ce qui s'est passé le 12 février 1996, il faut comprendre le contexte dans lequel cette transaction a eu lieu. Les années 1990 sont l'ère des consolidations brassicoles. Partout en Europe, les grandes multinationales, Heineken, Interbrew, Carlsberg, rachetaient les indépendants à un rythme industriel. Leur logique était implacable. Acheter des marques locales à forte notoriété, concentrer la production sur quelques sites industriels, réduire les coûts, maximiser les marges. Les brasseries régionales qui résistaient à cette vague se retrouvaient progressivement étranglées, privées de distribution,
incapables d'investir dans leurs outils de production, condamnés à perdre des parts de marché face à des concurrents aux poches infiniment plus profondes. Le groupe Fischer-Adelshoffen était une cible idéale. Des marques fortes, un outil de production performant, une implantation internationale naissante et un actionnariat familial dispersé entre plusieurs familles alsaciennes, dont certaines, après des décennies d'efforts, étaient prêtes à encaisser leur mise. Heineken le savait. Et Heineken attendait. Michel Debus s'est battu. Il a multiplié les réunions avec les familles actionnaires. Il a présenté des plans de développement autonomes. Il a cherché des partenaires alternatifs, des groupes brassicoles indépendants avec lesquels un rapprochement aurait pu se faire dans le respect des identités locales. Il a plaidé, convaincu, argumenté. Mais les familles actionnaires voyaient autre chose. Elles voyaient une offre de rachat généreuse. Elles voyaient la certitude d'une liquidité immédiate contre l'incertitude d'une croissance future. Elles voyaient Heineken, le numéro 2 mondial de la bière, une entreprise solide, rassurante, qui promettait d'investir et de développer les marques acquises. Elles ont voté pour la vente. Le 12 février 1996, Heineken devenait actionnaire majoritaire du groupe Fischer-Adelshoffen. La réaction à Schiltigheim fut immédiate. Dans les rues, dans les cafés, devant les grilles des brasseries, les conversations avaient toutes la même tonalité. L'inquiétude. Les ouvriers d'Adelshoffen connaissaient leurs homologues de brasseries rachetés par des multinationales dans d'autres régions. Ils savaient ce que signifiaient ces transactions, derrière le vernis des communiqués de presse optimistes. Ils savaient que quand un géant mondial rachetait un artisan local, ce n'était généralement pas pour renforcer l'artisan. C'était pour récupérer ses recettes. Les syndicats demandèrent des garanties. La direction locale de Heineken fit ce que toutes les directions locales de groupes multinationaux font dans ces moments-là. Elle parla d'avenir radieux, d'investissement planifié, de synergie entre les marques. Les mots étaient rassurants. Les actes qui suivirent ne l'étaient pas. Dès les premières semaines après le rachat, un mouvement discret mais significatif commença. Adelscott, la bière phare, celle qui représentait à elle seule la survie et le triomphe d'Adelshoffen, commença à migrer. Progressivement, sa production fut transférée vers la brasserie Fischer, à 1 kilomètre de là. Pas d'annonce officielle, pas de conférence de presse, juste un glissement silencieux, technique, presque invisible pour ceux qui ne regardaient pas de près. Mais les ouvriers d'Adelshoffen regardaient de près. Ils voyaient les volumes de production d'Adelscott diminuer dans leur cuve. Ils voyaient les commandes se réorienter. Ils voyaient, mois après mois, leur brasserie se vider de sa substance la plus précieuse. Non pas par une décision brutale et annoncée, mais par une succession de petites décisions qui, prises ensemble, formaient une stratégie d'une clarté absolue. On retirait à Adelshoffen sa raison d'exister. La mécanique était diaboliquement efficace. Une brasserie sans produit phare voit ses volumes chuter. Des volumes en chute entraînent une utilisation sous-optimale de l'outil de production. Une utilisation sous-optimale génère des coûts unitaires plus élevés. Des coûts plus élevés justifient, aux yeux des analystes financiers du siège, une rationalisation. Une rationalisation dans le vocabulaire des multinationales signifie une fermeture. Heineken n'avait pas besoin de déclarer la guerre à Adelshoffen. Il lui suffisait de la laisser mourir de faim. Les syndicats, les élus locaux, les journalistes qui couvraient l'affaire l'ont dit explicitement. Heineken avait artificiellement créé les conditions industrielles et financières pour condamner le site. Ce n'était pas une accusation émotionnelle. C'était une description précise d'un processus observable, documenté, mené méthodiquement pendant 4 ans. Michel Debus, lui, avait quitté ses fonctions. À 70 ans, après avoir tout donné à 2 brasseries qu'il avait contribué à construire. Il se retrouvait sans pouvoir, sans influence, sans capacité d'intervenir. Il regardait de l'extérieur ce qu'il avait construit de l'intérieur pendant 3 décennies. Il regardait Desperados, son invention, conquérir le monde sous les couleurs de Heineken. Il regardait Adelscott, l'invention de son équipe, être lentement retiré des cuves d'Adelshoffen pour être brassé ailleurs. Il ne pouvait que regarder. « Je ne pouvais pas rester assis chez moi à ne rien faire », dira-t-il bien des années plus tard. Mais en 1996, en 1997, en 1998,
Il n'y avait rien à faire. Seulement attendre la suite. Et la suite n'allait pas tarder. Entre 1996 et 2000, il se passa quelque chose d'étrange à Adelshofen. Rien de spectaculaire. Aucune annonce fracassante. Aucune grève massive. Aucun scandale visible. Juste une lente hémorragie, invisible de l'extérieur, mortelle de l'intérieur. Comme un arbre dont on coupe les racines une par une, sans toucher au tronc. L'arbre reste debout. Il a encore ses feuilles. Il ressemble encore à un arbre. Mais il est déjà condamné. C'est ce qu'on appelle, dans le vocabulaire froid des restructurations industrielles, une rationalisation progressive. Dans le vocabulaire des 100 travailleurs d'Adelshofen, ça s'appelait autrement. La première chose qui disparut, c'était déjà la plus précieuse. Adel Scott, 200 000 hectolitres vendus dans 40 pays, l'invention qui avait sauvé la brasserie, la marque qui portait le nom d'Adelhofen dans le monde entier, fut progressivement retirée des cuves de Schiltigheim pour être transférée à la brasserie Fischer. Ce n'était pas une décision annoncée lors d'une assemblée générale. C'était une série de réorientations de commandes, de transferts de recettes, de redéploiements discrets d'équipes techniques. Résultat, Adelshofen se retrouvait à brasser de la bière ordinaire, des lagers entrée de gamme, des bières en marque distributeur pour des supermarchés, des références sans âme, sans histoire, sans marge. Le genre de produit qu'on fabrique à la chaîne, qu'on livre en masse, et qu'on arrête de fabriquer dès que le client trouve moins cher ailleurs. Une brasserie qui avait exporté son génie sur 5 continents était réduite à remplir des contrats de sous-traitance. Les chiffres racontaient une histoire impitoyable. Les volumes de production chutaient, trimestre après trimestre. L'utilisation des équipements tombait en dessous des seuils de rentabilité. Les coûts fixes, entretien des cuves, chauffage des caves, salaire des techniciens spécialisés, restaient moins les mêmes, mais se répartissaient sur des volumes de plus en plus faibles. Les rapports envoyés au siège d'Amsterdam montraient une brasserie en perte de vitesse, structurellement déficitaire, dont le maintien en activité ne se justifiait plus économiquement. C'était exactement ce que Heineken avait planifié. Les syndicats le voyaient, les élus locaux le voyaient, les journalistes qui suivaient le dossier le voyaient. Mais voir ne suffisait pas. La logique du groupe était blindée juridiquement, défendable comptablement, irréprochable dans les formes. Heineken ne fermait pas Adelshofen par caprice ou par malveillance déclarée. Il fermait Adelshofen parce que les chiffres le justifiaient, des chiffres qu'il avait lui-même fabriqués. Pendant ce temps, à 1 kilomètre de là, la brasserie Fischer tournait à plein régime. Adel Scott y était désormais brassé. Desperado, lancé en 1995, juste avant le rachat, commençait son ascension mondiale sous la bannière Heineken. Les équipes commerciales du groupe concentraient leurs efforts, leur budget marketing, leur réseau de distribution sur Fischer, sur ses marques, sur ses volumes. Fischer était l'avenir. Adelshofen était le passé. Cette asymétrie de traitement n'était pas subtile. Elle était délibérée et lisible par quiconque regardait les flux de ressources à l'intérieur du groupe. Les techniciens les plus qualifiés d'Adelshofen étaient encouragés, parfois explicitement, à postuler chez Fischer. Les investissements de maintenance à Adelshofen étaient réduits au strict minimum. Les équipements vieillissaient sans être remplacés. Une brasserie qu'on ne nourrit plus finit par mourir d'elle-même. Dans les vestiaires et les salles de pause d'Adelshofen, l'atmosphère avait changé. Les hommes et les femmes qui travaillaient là n'étaient pas naïfs. Beaucoup venaient de familles de brasseurs, des pères, des oncles, des grands-pères qui avaient travaillé dans ces mêmes cuves. Ils connaissaient les cycles de l'industrie, les hauts et les bas, les années difficiles qu'on traverse en serrant les dents. Mais ce qu'ils vivaient depuis 1996 n'avait rien d'un cycle ordinaire. C'était une exécution planifiée. Les conversations portaient sur l'avenir. Le leur, celui de leur famille, celui du quartier. Certains avaient déjà commencé à chercher ailleurs, discrètement, sans l'annoncer, avec cette honte silencieuse qui accompagne les reconversions forcées. D'autres refusaient d'y croire encore, accrochés à l'idée qu'une brasserie de 136 ans ne pouvait pas disparaître comme ça, du jour au lendemain, sur décision d'un groupe basé à Amsterdam. Ils avaient un tort, mais leur refus de croire était humain et compréhensible. En 1999, il ne restait plus grand-chose à sauver.
Les volumes avaient été tellement réduits, les marques tellement vidées de leur substance, les équipes tellement amputées que la brasserie fonctionnait comme un fantôme d'elle-même. Les bâtiments étaient toujours là. Les cuves étaient toujours là. Les 100 travailleurs restants venaient toujours pointer chaque matin. Mais Adelshofen, la vraie, celle qui brassait 595 000 hectolitres, qui exportait dans 40 pays, qui portait le nom d'un village disparu comme un étendard, n'existait déjà plus. Il ne restait qu'une enveloppe vide, maintenue en vie le temps que les formalités administratives de la fermeture soient réglées. La décision officielle tomba sans surprise. Heineken annonça la fermeture définitive de la brasserie Adelshofen. Date fixée, 1er septembre 2000. Les 100 travailleurs encore en poste seraient licenciés ou reclassés selon les termes d'un plan social négocié avec les syndicats. La production restante serait intégralement transférée à Fischer. La réaction des travailleurs fut immédiate. Ils firent grève. Pas parce qu'ils pensaient pouvoir gagner. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas gagner. La décision était prise, les papiers étaient signés, les avocats étaient payés. Heineken ne reviendrait pas en arrière sur une fermeture aussi soigneusement préparée. Ils firent grève parce que se battre, même en sachant qu'on va perdre, est parfois la seule manière de dire qu'on existait, que ce qu'on avait construit avait de la valeur, que 100 vies de travail méritaient mieux qu'un communiqué de presse de 3 paragraphes. La grève dura ce qu'elle dura, et le 1er septembre 2000 arriva quand même. 1er septembre 2000, Schiltigheim. Le soleil se lève sur la cité des brasseurs comme il s'est levé 10 000 fois avant. Le ciel est pâle, lavé par les premières pluies de l'automne alsacien. Dans les rues qui bordent la route de Bischwiller, l'air sent encore le malt, cette odeur que les habitants du quartier ont cessé de remarquer depuis longtemps. Tellement elle fait partie du paysage, tellement elle est confondue avec l'air lui-même. Ce matin, pour la dernière fois, elle vient d'Adelshofen. Les premiers travailleurs arrivent à l'aube. Pas pour une prise de poste ordinaire. Il n'y a plus de poste à prendre. Ils arrivent parce que certaines fins méritent d'être regardées en face. Parce qu'après 30, 20, parfois 10 ans passés dans ces murs, partir sans se retourner serait une trahison envers ceux qui étaient là avant eux. Ils arrivent par petits groupes, 2 par 2, 3 par 3. Certains ont mis leur bleu de travail, celui qu'ils portaient chaque matin depuis des années, lavé et replié la veille avec un soin particulier, comme on prépare les habits d'une cérémonie. D'autres sont en civil, comme pour marquer une rupture, signifier par leur tenue que ce jour n'est pas un jour de travail. C'est un jour d'enterrement. Dans les cuves, il reste encore quelques hectolitres de bière en fermentation. Les dernières commandes, les derniers contrats honorés jusqu'au bout, avec cette rigueur professionnelle qui ne s'éteint pas même quand tout le reste s'effondre. Des techniciens surveillent les températures une dernière fois, vérifient les pressions, notent les relevés dans des cahiers qui ne seront plus jamais rouverts. Les gestes sont les mêmes qu'hier, que l'année dernière, que 30 ans en arrière, mais les mains qui les accomplissent savent que c'est la dernière fois. Il y a quelque chose d'insupportable dans la précision du dernier geste, dans le fait de bien faire son travail jusqu'à la fin, même quand la fin est injuste. Les ouvriers d'Adelshofen ne sabotent rien, ne bâclent rien, ne laissent rien en plan. Ils finissent, proprement, dignement. Parce que c'est ce qu'on fait quand on est un artisan, même quand on vous enlève votre artisanat. Dans la salle de pause, quelqu'un a apporté des viennoiseries. Un geste simple, presque dérisoire face à l'ampleur de ce qui se passe, mais qui dit quelque chose d'essentiel sur ces gens. Même dans la défaite, on partage. Une cafetière tourne en boucle, les conversations sont basses, hachées, ponctuées de silences qui durent plus longtemps qu'à l'habitude. On parle de ce qu'on va faire après. Des offres de reclassement chez Fischer. Pour combien de temps, Fischer, dit quelqu'un, et personne ne répond, parce que tout le monde sait que Fischer est une parenthèse, pas une solution. On parle des dossiers à constituer pour Pôle emploi, des formations professionnelles, des collègues qui ont déjà trouvé autre chose, et de ceux qui n'ont encore rien. On parle aussi du passé, des années où la brasserie tournait à plein régime, où les camions de livraison sortaient en file à l'aube, où la fierté d'appartenir à Adelshofen était une chose concrète, palpable, qu'on portait dans le corps comme une appartenance. À midi, les grilles sont encore ouvertes.
Mais dans l'après-midi, quelque chose change dans l'atmosphère. Une gravité supplémentaire s'installe, comme si l'air lui-même prenait conscience de ce qui est en train de se terminer. Les discussions ralentissent, les gestes s'allongent. On touche les murs, les rampes d'escalier, les surfaces usées par des années de mains qui ont fait les mêmes mouvements. Un ouvrier de 53 ans, 22 ans de maison, reste longtemps debout devant les grandes cuves en inox. Il ne dit rien, il regarde. Ses collègues le laissent faire. Ils comprennent. Une femme de l'équipe administrative, 39 ans, qui a rejoint la brasserie à 20 ans et n'a jamais travaillé ailleurs, range son bureau avec une lenteur méthodique. Elle classe des documents que personne ne lira jamais. Elle aligne des stylos sur un bureau qu'elle ne reverra plus. Ces gestes inutiles sont les seuls qu'elle peut encore accomplir. Ils lui donnent l'illusion de maîtriser quelque chose. Un jeune technicien de 28 ans, recruté 3 ans plus tôt, regarde ses collègues plus anciens et comprend qu'il est en train d'assister à quelque chose qui le dépasse. La fin d'un monde auquel il a à peine eu le temps d'appartenir. Il a déjà accepté le reclassement chez Fisher. Il sait, sans se l'avouer complètement, que Fisher ne durera pas non plus. Il a raison. Fisher fermera en 2009. Dans les rues autour de la brasserie, des gens s'arrêtent. Des habitants du quartier, des retraités qui ont travaillé ici dans d'autres décennies, des familles dont les pères et les grands-pères ont passé leur vie professionnelle entre ces murs. Ils ne disent rien. Ils regardent les grilles, les bâtiments, la cheminée qui ne fumera plus. Certains ont les bras croisés. Cette posture de défense instinctive qu'on adopte quand on assiste à quelque chose qu'on ne peut pas empêcher. La Cité des Brasseurs est en train de perdre une autre de ses brasseries. Elle en a déjà perdu. Perle avait fermé dans les années 1970. Schutzenberger fermera en 2006. Fischer en 2009. Mais chaque fermeture est unique dans sa douleur. On ne s'habitue pas à perdre ce qui définissait l'endroit où on vivait. À 16 heures, les dernières formalités administratives sont accomplies. Les responsables de Heineken sont passés dans la matinée, brièvement, efficacement, sans s'attarder. Les papiers ont été signés, les clés ont été remises. Tout s'est déroulé dans l'ordre et dans les formes, avec cette politesse froide des procédures bien huilées. Personne chez Heineken ne semblait particulièrement affecté. Pourquoi l'aurait-il été? Pour eux, c'était une ligne dans un tableur. Une brasserie de moins dans le portefeuille, une consolidation de plus dans la stratégie de rationalisation européenne. Les chiffres étaient montés bons. L'opération avait été menée proprement. La production d'Adel Scott était sécurisée chez Fisher. Les actifs immobiliers restaient dans le groupe. Mission accomplie. À 17 heures, les grilles se ferment. 100 travailleurs regardent ce moment. Certains depuis le trottoir d'en face, certains depuis l'intérieur même de la cour, sortis en dernier, lentement. Comme on sort d'un lieu qu'on n'a pas envie de quitter. Le bruit du métal qui se referme, ce claquement sec, définitif, sans appel, résonne dans la rue avec une clarté que personne n'oubliera. 136 ans, 2 guerres mondiales, 5 changements de régime, 3 restructurations majeures, une invention qui avait conquis 40 pays, 100 travailleurs qui avaient donné leur vie professionnelle à quelque chose qui valait la peine d'être fait. Tout cela tient dans le bruit d'une grille qui se ferme. Le soir, dans les cafés de Schiltigheim, on boit de la bière. Évidemment. On est dans la cité des brasseurs. On a toujours bu de la bière ici, dans la joie et dans le deuil, dans les célébrations et dans les défaites. La bière est le lien. Elle a toujours été le lien. Mais ce soir, quelque chose manque dans le goût. Ou peut-être est-ce simplement que la bière qu'on boit ce soir-là n'a plus été brassée par Adelshofen. Elle vient de Fischer, d'une autre cuve, d'une autre main. Elle est bonne, elle ressemble à ce qu'elle était, mais ce n'est plus tout à fait la même chose, et ça ne le sera plus jamais. Le lendemain de la fermeture, les bâtiments d'Adelshofen étaient toujours debout. Les cuves étaient toujours là. Les caves étaient toujours là. La cheminée se dressait toujours contre le ciel alsacien, muette désormais, mais présente, comme un doigt pointé vers quelque chose qu'on ne peut plus nommer. De l'extérieur, rien n'avait changé. La brasserie ressemblait encore à une brasserie. Elle avait la forme d'une chose vivante, mais elle était morte. Les mois qui suivirent eurent la tristesse particulière des abandons industriels. Les vitres se couvrirent de poussière.
Les herbes poussèrent entre les pavés de la cour. Les équipements, démontés progressivement, partirent vers d'autres sites ou vers la ferraille, selon leur valeur résiduelle. Les caves se refroidirent, non plus de la fraîcheur contrôlée qui favorise la fermentation, mais du froid inerte des lieux que personne ne chauffe plus. Schiltigheim continua de vivre autour de ces murs silencieux. Les habitants du quartier passaient devant chaque matin. Les enfants qui allaient à l'école longeaient les grilles fermées sans savoir ce qu'elles avaient contenu. Les anciens ouvriers détournaient parfois le regard. Pas par indifférence, mais parce que certaines douleurs sont plus faciles à porter quand on ne les regarde pas en face tous les jours. Puis il y eut l'incendie. On ne sait pas exactement quand. On ne sait pas exactement comment. Les bâtiments abandonnés attirent ce genre de fin. Des flammes sans témoin, dans la nuit, qui achèvent ce que l'abandon avait commencé. L'incendie ne détruisit pas tout, mais il acheva de condamner ce qui restait debout. Après le feu, il ne resta plus aucune raison architecturale ni économique de conserver les bâtiments. La décision de démolir fut prise, et en 2014, les pelleteuses entrèrent sur le site de la route de Bischwiller. Il fallut peu de temps pour effacer 150 ans de brasserie. Les grandes halles industrielles tombèrent en quelques semaines. Les cuves en inox partirent à la découpe. Les caves voûtées, ces espaces que des générations de brasseurs avaient entretenus avec un soin presque religieux, où la température et l'humidité avaient été maintenues à des niveaux précis pendant des décennies, furent comblés, nivelés, rendus à la terre. À leur place, on construisit un écoquartier. Des immeubles modernes, aux façades claires, aux balcons fleuris, avec des panneaux solaires sur les toits et des vélos dans les parkings. Un quartier propre, fonctionnel, bien pensé. Un quartier pour des gens qui ne savent pas, pour la plupart, ce qui existait avant eux à cet endroit précis. Un quartier sans mémoire, sur une terre qui en avait trop. Adelshofen, la bière, continua d'exister. Sur les étiquettes. Adel Scott fut brassé chez Fischer jusqu'en 2009. Quand Fischer ferma à son tour, 19 ans après avoir avalé Adelshofen, 9 ans après lui avoir survécu, la production migra vers la brasserie de l'Espérance, troisième grande brasserie de Schiltigheim, toujours propriété de Heineken. Puis en novembre 2022, Heineken annonça la fermeture de l'Espérance elle aussi. 220 emplois menacés. La dernière grande brasserie de la cité des brasseurs condamnée à son tour. Le maire de Schiltigheim, sous le choc, déclara la fermeture inacceptable. Les élus locaux parlèrent ce patrimoine industriel, d'identité régionale, de responsabilité sociale, les mêmes mots qu'en 2000, les mêmes mots qu'en 2009, et la même impuissance. Adelscott est aujourd'hui produite à Marseille et dans le nord de la France. La bière au malt à whisky, née dans un laboratoire de Schiltigheim pour sauver une brasserie alsacienne, est désormais brassée à 500 km de l'eau des Vosges qui lui avait donné naissance. Elle existe encore. Elle se vend encore. Mais quelque chose d'essentiel a disparu dans le voyage. Ce que Heineken fit à Adelshofen, à Fischer, à l'Espérance, s'inscrit dans une dynamique plus large que les seuls intérêts d'un groupe brassicole multinational. C'est l'histoire de ce qui se passe quand la logique financière absorbe la logique culturelle, quand un actif stratégique remplace une institution locale, quand les bilans comptables d'Amsterdam décident de ce qui mérite de vivre à Schiltigheim. Les brasseries alsaciennes n'étaient pas seulement des usines. Elles étaient des lieux de transmission, de savoir-faire, de recettes, de gestes appris de père en fils, de cette manière particulière d'habiter un territoire qui fait qu'un endroit devient un chez-soi plutôt qu'un simple emplacement géographique. Quand ces lieux disparaissent, ce n'est pas seulement de l'emploi qui se perd, c'est une façon d'être quelque part. Schiltigheim s'appelait la Cité des brasseurs. Elle s'appelle encore ainsi. Le panneau est toujours là, à l'entrée de la ville. Mais les brasseries, elles, ne sont plus là. Et un titre sans la réalité qu'il désignait n'est plus qu'une épitaphe. Mais l'histoire n'est pas entièrement sombre. Il reste quelque chose. Un seul bâtiment a échappé aux pelleteuses de 2014. Sur le site de la route de Bischwiller, au milieu de l'écoquartier aux façades claires, une construction ancienne a été préservée. Une villa de la fin du 19e siècle, construite dans le style alsacien d'époque, avec ses colombages et ses pierres apparentes. La Villa Weber, dernier vestige de la brasserie Adelshofen. Et en 2016, un homme y est revenu,
Michel Debus avait 90 ans. 20 ans s'étaient écoulés depuis le jour où il avait regardé, impuissant, les familles actionnaires vendre son œuvre à Heineken. 20 ans pendant lesquels il avait vu s'effondrer, l'une après l'autre, les brasseries qu'il avait contribué à construire. 20 ans pendant lesquels Desperados, son invention, était devenue l'une des bières les plus vendues au monde sous un nom qui n'était plus le sien. Il aurait pu rester chez lui. Il ne l'a pas fait. Dans la Villa Weber, dernière pierre d'Adelshofen debout dans un quartier reconstruit sur ses ruines, Michel Debus installa un équipement de brassage artisanal de 10 hectolitres. 100 fois moins que ce qu'Adelshofen produisait à son apogée. Mais 10 hectolitres brassés à la main, avec soin, avec mémoire, avec cette conviction que faire de la bière est un acte qui appartient à un lieu et à un peuple. La brasserie s'appelle Brasserie Michel Debus, Sturig. Sa petite fille Jade gère le restaurant Attenant, un Bierstube avec terrasse où les habitants de Schiltigheim viennent boire des bières non filtrées, non pasteurisées, brassées à quelques mètres d'où ils sont assis. Je ne pouvais pas rester assis chez moi à ne rien faire, dit-il simplement. J'avais 70 ans quand Heineken a racheté Fischer-Adelshofen. Il en avait 90 quand il était revenu brasser. Il y a dans ce retour quelque chose qui dépasse la simple anecdote. Un homme de 90 ans qui retourne dans les ruines de ce qu'il a construit, non pas pour pleurer, mais pour recommencer, à une échelle infiniment plus modeste, dans un bâtiment qui tient lieu de tout d'un monde disparu. C'est un acte qui dit quelque chose d'essentiel sur ce que signifie résister. Pas résister en gagnant. Résister en continuant. Adelshofen ne reviendra pas. Les cuves sont fondues, les caves sont comblées. Les 100 travailleurs du 1er septembre 2000 ont refait leur vie ailleurs, comme ils ont pu, avec ce qu'ils avaient. Le village dont la brasserie portait le nom a disparu au XIVe siècle. La brasserie a disparu en 2000. La cité des brasseurs est en train de disparaître à son tour, immeuble après immeuble, fermeture après fermeture. Mais dans la Villa Weber, chaque matin, l'odeur du malt revient. Pas 595 000 hectolitres, pas 40 pays, pas 5 continents, juste une cuve, juste une recette, juste un homme qui savait que certaines choses méritent en main de ne pas mourir complètement, même quand tout le reste a disparu. Schiltigheim était la cité des brasseurs. Elle l'est encore. Un peu. Dans une villa, avec 10 hectolitres et une terrasse. C'est peu. C'est tout ce qu'il reste. Et c'est suffisant pour que l'histoire ne soit pas entièrement perdue.